J'aimerais ça que tu te présentes. Ah, écoute, Charles Thierry, je suis archéologue, chargé d'études céramiques, doctorant à l'Université libre de Bruxelles et à Sorbonne Université. Et depuis 2018, membre de la mission conjointe suisse d'Assouan. J'aimerais ça que tu me définisses ce qu'est l'archéologie. L'archéologie, si on prend une définition du dictionnaire, est pour faire simple, l'étude des vestiges matériels des civilisations passées ou des peuples et cultures passées. Si on prend une définition un peu plus technique, l'archéologie cherche à découvrir par l'objet de la fouille, mais également à étudier, à conserver et d'une certaine façon à protéger les vestiges matériels qui ont été fabriqués par les civilisations humaines du passé. Donc, l'archéologie, on va pour tout de suite casser un cliché, ne s'intéresse uniquement aux sociétés humaines. C'est-à-dire depuis, enfin, je suis très mauvais en préhistoire, mais donc à partir du moment où le genre humain est à peu près figé, si je dis pas de bêtises, j'ai pas révisé là-dessus, on étudie, mais on n'étudie pas l'évolution du genre humain depuis l'apparition jusqu'à maintenant. Ça, c'est la paléontologie qui fait ça. Nous, on étudie simplement des vestiges, on crée des communautés humaines qui commencent des chasseurs-cueilleurs du paléolithique jusqu'à, on va dire, maintenant, on a l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale. Non, l'archéologie, faut, si je devais faire une image qui vaut ce qu'elle voudrait, tu as un site archéologique, quel qu'il soit, on va dire, peu importe, et tu vas voir une ou plusieurs personnes qui vont se poser des questions sur ce site, et à partir de là, ils vont commencer leur recherche, la fouille va commencer, ils vont trouver ce qu'ils étaient à peu près venus chercher, ou venus chercher, venus découvrir, mais à côté de ça, ils vont découvrir d'autres choses. Et après, bah, comme on n'a pas la science infuse, on ne connaît pas tout, bah, à partir de là, il va y avoir des projets qui vont être mis en commun, où d'autres chercheurs vont venir sur ce site pour travailler sur différents aspects du site. Mais il faut aussi savoir que un chercheur vient sur un site pour étudier un type de mobilier, mais que ce chercheur fait lui-même des recherches, hein, je vais dire, un peu à son propre compte, si je peux dire ça comme ça. Voilà, mais tous ces gens se réunissent sur un site pour répondre à une question donnée, et après, mais chacun après interprète cette donnée dans d'autres réalités, dans d'autres sites, pour arriver à tisser une histoire de cette installation humaine. C'est à la base une grande collaboration entre les spécialités. C'est ça, c'est ça. Et après, en fonction de la nature du mobilier et de la temporalité de ton site, tu peux avoir plusieurs spécialistes d'un même mobilier, mais qui ne vont pas forcément travailler sur la même zone ou sur les mêmes périodes. Quand même. Justement, les périodes, ta période à toi. Est-ce que tu pourrais me raconter ton parcours? On va déjà commencer par le parcours, car après, on va arriver à la période. Donc, j'ai une licence en histoire de l'art et archéologie de l'Université de Poitiers. J'ai un master civilisation, histoire, patrimoine et sources, qui est tout un nom barbare en spécialité antique, où j'ai commencé à travailler sur la céramique grâce à une dame formidable qui m'a fait découvrir plein de choses, Pascal Ballet, aujourd'hui professeur émérite à l'Université Nanterre Paris 10. Ok.
et Philippe Mintro qui a pris sa relève à Poitiers durant mon M2. Donc durant mon M1, j'ai pu travailler sur de la céramique, pas sur l'objet, mais on va dire sur la céramique, à m'intéresser à la céramique, mais plutôt à partir des publications, commencer quelque part. Après, donc, j'ai travaillé sur les importations d'amphores à la basse époque. Donc la basse époque égyptienne, on est entre le 7e siècle et le 4e siècle avant notre ère. Et, durant mon Master 2, j'ai travaillé sur quelques objets, vraiment de vrais objets, venant du site d'Elephantine, qui se trouve actuellement à 600 mètres de là où je me trouve, et qui sont, eux, datés du 5e au 7e siècle de notre ère. Donc dans des contextes très différents. Et donc, depuis 2021, je suis doctorant donc, à l'Université libre de Bruxelles, sous la promotion de Laurent Davet, en co-tutelle avec Sorbonne Université, sous la direction de Pierre Palais, où je travaille sur de la céramique venant d'un contexte archéologique domestique daté de l'époque sécopase, donc on est entre le 6e et le 4e siècle avant notre ère. Et donc, je fais également donc, en collaboration scientifique avec donc l'Institut suisse du Caire, et donc il y a la concession de la mission depuis maintenant plus d'un an. Ça m'a inspiré une autre question qui n'était pas dans mes questions, mais justement, tu disais parce qu'il fallait commencer quelque part avec plutôt la paperasse, comme on dit au Québec. Puis, mais maintenant, en ce moment, là, t'es vraiment sur le terrain. En ce moment, Là, je suis sur le terrain, actuellement, là, je suis en Égypte. Et comment tu pourrais m'expliquer c'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce qui parce que tu as l'air quand même. La différence, c'est que quand on travaille, durant mon M1, je n'ai pas eu d'objet entre les mains parce que c'est compliqué, ça prend du temps, que des contacts, on n'a pas forcément quand on rentre au master, et qu'à un moment, il faut commencer quelque part. Donc, la différence, c'est que pour mon master 1, je me suis inspiré de ce qu'ont écrit d'autres chercheurs. Il a fallu que je remodèle moi dans ma tête pour essayer de sortir quelque chose. La notion d'essayer est importante parce que la suite maintenant, c'est que maintenant j'ai un objet entre les mains. Et donc là, il faut que je sorte quelque chose de ma tête, hein, que j'essaie de rendre cohérent. Mais la différence, c'est que sur une publication, tu es obligé de faire confiance à l'auteur, c'est normal. C'est l'auteur qui a vu le mobilier, qui l'a étudié. La différence, c'est que maintenant, c'est moi qui étudie le mobilier. Donc, je vais peut-être lire ta publication à un moment donné. Si tu veux, je te l'envoie. C'est pas un problème. Ouais, là, tu te retrouves, à l'envers de l'autre côté de la médaille, en fait. Tu te retrouves à vivre l'expérience. Ça, c'est une vie d'expérience. On s'arrache les cheveux tout pareil, parfois. Lequel est plus difficile, finalement? L'un et l'autre sont pas plus difficiles l'un par rapport à l'autre, ils sont juste différents. Selon, ouais. Dans l'un, tu as uniquement l'ouvrage de la publication, peu importe, en mettant tu as la publication pour être un peu plus général, et tu fais confiance à la publication. Alors que là, l'objet, tu as l'objet entre les mains et c'est à toi de rendre cet objet que tu as en 3D, de le rendre le plus cohérent possible dans un texte pour faire comprendre toi ce que tu as vu.
Grâce à l'expérience, tout grâce à tout ce qui Et est puis venu avant. après, Ouais, c'est ça. puis après, on regarde toujours dans la publication. Je dirais non pas savoir comment les autres ont fait, mais des fois c'est bien des fois on trouve de très bonnes choses dans les publications et on peut, je vais pas dire copier, mais on peut prendre des petits éléments à droite à gauche, mais des choses non pas forcément pas scientifiques, mais vraiment des fois des choses purement visuelles. Hmm. Des Il y constats. a un, c'est ça, il y a un tableau qui est bien fait à tel endroit, bah hop, voilà, moi je vais essayer de refaire la, je vais pas prendre le même tableau, je vais prendre la façon dont la personne a fait le tableau, et moi j'ai mon inspiration pour faire mon tableau. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, non, non, mais la difficulté, c'est vraiment de passer de l'objet qu'on a sous les yeux, qu'on voit à un instant T, prendre le plus d'informations possible, ce qu'on appelle la documentation. On documente un maximum d'objets. Je pense qu'on reviendra après dans 2 ans, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Pour qu'après, une fois qu'on quitte le terrain, il se passe peut-être 3, 4 jours, ou une semaine, ou 6 mois, qu'on puisse retrouver les éléments sans avoir à se questionner sur moi, est-ce que j'ai bien pris tous les éléments, toute la documentation possible sur l'objet. Ok, je comprends. Justement, avec cet objet-là, si je comprends bien, on a, il y a l'objectif de la recherche, on voit il y a un endroit, on se dit il va sans doute avoir un temple funéraire, il va sans doute avoir des objets à cet endroit-là, des travailleurs. Là, on a l'objectif, on a le site. Mais à partir de ce moment-là, ça c'est souvent, j'ai de la difficulté avec ça, c'est de comprendre. À partir de ce moment-là, c'est comment ça se passe concernant la méthode. Pour se dire, pour se rendre jusqu'à la datation, se rendre jusqu'aux précisions, puis tout ça, à partir du moment où est-ce qu'on arrive sur le site. Quelle est la méthode? Je te dirais, la méthode dépend presque de chaque individu et de chaque site. Je reprends ton exemple du temple funéraire, le funéraire ou une tombe. Si je prends en Égypte antique, si la tombe est bien faite avec une décoration suffisante, suffit de lire, et tu auras ta datation. C'est-à-dire que tu sauras qui c'est, tu sauras le poste qu'il a obtenu, et peut-être même le nom du souverain. La datation, elle est faite. Voilà. Après, sur d'autres contextes un peu plus dire, classiques, si je peux dire, moins spectaculaires, bah, tu as, avant d'avoir des éléments de datation fixe, tu peux déjà avoir ce gros mot qu'utilisent beaucoup les archéologues, c'est la stratigraphie. Ah, c'est justement ce que j'ai de la La, difficulté à comprendre. la succession des couches et des structures permettent d'avoir déjà une datation. C'est-à-dire que telle couche est avant telle couche, tel mur est avant tel mur et tel sol est avant tel sol. Quand je parle de sol, je parle vraiment de sol où on marche, hein. Qui peut être dans toute sa diversité, qu'il soit en pierre, qu'il soit simplement du sable, même en terre battue. Donc déjà, rien qu'à partir de là, tu as des éléments tu as des éléments de datation. Donc à partir de là, l'archéologue qui a fouillé le site va commencer à mettre en place un certain nombre d'éléments de datation, une phase A, une phase B, une phase C, admettons. Et, et ensuite, dans un second temps, on va commencer à regarder les objets qui sont sortis. Si tu as des pièces de monnaie, je prends un exemple d'un site gallo-romain, tu as des pièces de monnaie, bah, tu vas pouvoir dater ces monnaies. Parce que tu as un certain nombre d'éléments inscrits dessus qui te permettent de la situer de façon sûre, ta monnaie. Qu'à partir de là, avec ces monnaies, tu vas réussir à caler ton site. Après, en Égypte, on a très peu de monnaie. Enfin, moi, dans les périodes où je travaille, c'est extrêmement rare. Donc, on peut avoir des éléments inscrits, que ce soit dans des éléments sur des céramiques, que ce soit des sceaux. On peut avoir
le nom d'un individu. Donc à partir de là, il va y avoir un spécialiste qui va travailler sur cette documentation écrite, ou bien dans la majorité du temps, ça va être la céramique qui va permettre d'apporter des éléments de datation, comment dirais-je, qui vont rester encore relatifs. Et si vraiment tu as les moyens et tu as les spécialistes et les techniciens pour, tu peux faire des datations par carbone 14 qui nécessitent des moyens importants. On ne peut pas faire ici, c'est encore compliqué à faire, mais qui vont te permettre d'avoir des datations extrêmement précises. Et c'est tous ces éléments mis bout à bout qui vont permettre de te donner une datation très précise, entre guillemets, de ton site. C'est une collaboration de données aussi, j'imagine. Il doit y avoir, parce que si tu trouves une céramique qui vient, par exemple, de Grèce, mais qui a été retrouvée en Égypte, tu dois, j'imagine, avoir de la documentation, tu dois avoir 1 million de... Il y a des types de céramique, ça oui, hein, tu sais que dès que tu vois le tesson, tu en as tellement vu dans les publications, tu sais ce que c'est, donc tu sais que tu vas voir beaucoup de comparaisons. Et effectivement, si on commence à regarder la céramique attique, la céramique grecque de façon plus générale, oui, il y a énormément de choses et qui te permettent d'avoir des datations très précises. À l'époque où j'étais à la fac à Poitiers, on arrivait à dater certaines céramiques à la génération près. Tellement la quantité était suffisante. Tellement la quantité était suffisante, tellement les études permettaient de retracer une vie dans les ateliers. Oh, okay. Ça, je schématise, hein, encore une fois, j'ai pas révisé, c'est des souvenirs de cours, mais qui permettaient d'avoir des datations quand même assez, enfin, plutôt précises pour de la céramique. Je peux m'aventurer un vrai en céramique gallo-romaine, ça fait très longtemps que j'ai pas mis le nez dedans. Tu parlais tout à l'heure de carbone 14. Est-ce que toi, tu as déjà participé beaucoup à... Non. Mais j'imagine que la technologie joue un gros rôle aujourd'hui dans... Ou c'est encore le balbutiement? Tout dépend de ce qu'on appelle par technologie. Si on considère un drone comme étant une évolution technologique, oui, un drone, c'est très utile. Ouais, effectivement. Ouais, effectivement. Mais disons Voilà, dans... si, Mais disons, par exemple, il n'y a pas... ouais. C'est sûr que les sites, c'est plus facile à trouver des sites comme ça, mais sinon, c'est plutôt l'histoire qui va déterminer où chercher le site tu sais, avant de trouver ou de se dire j'ai un site intéressant en tête, j'aimerais le... la notion de site intéressant est très aléatoire et peut presque dépendre de la personne. Ouais, effectivement. Depuis, on va dire, je veux dire la modernisation de l'aviation, mais disons que depuis que l'aviation occupe une place importante dans nos sociétés, et on va dire, et dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait des prospections aériennes dans les champs qui permettaient alors, qui permettaient par un jeu dans la végétation, dans les champs, dans les semences, de connaître les irrégularités du sous-sol et d'en déduire s'il y avait une fausse ou un mur. Je prends l'exemple du bateau. Donc à partir de là, on pouvait trouver, on pouvait mettre L'évidence. en avant, mettre en évidence, car c'est ce que je cherchais, la présence d'un site. Et après, on pouvait en déduire ce que c'était. Je dis en déduire si c'était une ville, ou si c'était une ville complète, un quartier, ou une villa gallo-romaine, ou une ferme gallo-romaine. Mais après, il y a aussi d'autres moyens. Il y a ce qu'on appelle un système de prospection géophysique qui font appel au magnétisme, qui font appel à un certain nombre d'imageries qui sont utilisées depuis maintenant plusieurs années, qui sont au point
et qui effectivement ont connu des avancées technologiques importantes. Un truc tout bête, hein. Ça, un smartphone qui permet de géolocaliser rapidement dans quelle partie on se trouve, ce genre de choses. Donc ce sont des outils technologiques qui, oui, qui sont des aides. Et aujourd'hui, quand on voit certains smartphones équipés de scanners lidar, OK. une c'est pas une marque, ça donne effectivement des choses intéressantes et pratiques et qui permettent d'avoir des technologies. Alors, la technologie lidar est connue et reconnue, est très utilisée. Après, ça ne vaudra probablement pas une véritable installation lidar, mais ça permettra d'avoir une première approche de terrain et des outils faciles à transporter sur un terrain en prenant en compte qu'un terrain peut être extrêmement poussiéreux, peut-être dans des conditions difficiles. Il peut faire très chaud, il peut faire très froid, il peut y avoir du vent, de la poussière, beaucoup d'humidité. Donc ça permet d'avoir des équipements portables et de pouvoir travailler avec des outils très performants. Et je ne parle pas de tout ce qui est photogrammétrie ou ce genre de choses qui permettent d'avoir avec un... Maintenant, ils font des systèmes où tu fais ta photogrammétrie, tu fais ton redressement d'image, mais derrière, comme tu as enregistré chaque point au GPS, tu rentres ces coordonnées GPS dans tes différents points et l'ordinateur te modélise directement ton plan avec par exemple tous tes niveaux de d'altitude. On n'a plus besoin d'être sur le site. On peut être complètement à un autre endroit dans le monde, puis... Il faut quand même être sur place pour travailler, mais ça permet d'avoir de la documentation de terrain. Après, on va être honnête, tout n'est pas utilisé par tout le monde dans tous les sites. Ouais, j'imagine que Tout c'est pas la dépend, majorité. Hein. tout dépend la logique du site, tout dépend parce que faut savoir une chose, toutes ces données, il faut quand même des gens pour les utiliser, donc il faut les payer, souvent. Puis surtout, il faut les stocker et il faut qu'il y ait une vraie utilité. Faire une photogrammétrie d'un site et le recadrer en GPS, ça permet d'avoir des plans numériques de terrain, et ça c'est passionnant. Ce qui permet d'avoir des éléments, je ne vais pas dire couche par couche, mais qui permet d'avoir une évolution visuelle d'un site. Ouais, comme par exemple l'exemple justement de Keops avec la nouvelle du fameux espace retrouvé. Là. Alors là, on est encore dans une technologie encore de pointe. Hein. Là, on est presque dans de la très haute technologie archéologique et qui permet maintenant effectivement de trouver des vides, des changements de densité pour reprendre le propos de moins, moins tape à l'œil dans une structure, et effectivement, et, la, et le tunnel qui a été découvert par la chambre, qui est probablement une chambre de décharge d'après les spécialistes, incroyable, et montre qu'encore après, pour rester en Égypte, que depuis maintenant deux siècles de sciences égyptologiques, on trouve encore des choses nouvelles dans des bâtiments, dans des monuments qu'on pensait, je ne vais pas dire tout connaître, mais dont on pensait qu'on avait vraiment fait le tour. Bon. Ouais, ça reste surprenant, puis ça reste utile de manière non invasive, de manière aussi à prendre des décisions éclairées, euh, non seulement pour les Égyptiens, mais aussi pour le gouvernement égyptien de prendre une bonne décision, de dire est-ce que je regarde ou est-ce que je ne regarde pas, est-ce que je passe du temps sur ça ou non? Alors là, ça c'est. Après, c'est aussi pour la communauté scientifique d'appréhender un mouvement et de préciser même des cartes. Mm. Je parle pas de plans, je parle également de plans techniques. Comment tout ce machin tient debout depuis 4 millions 5, 4, voilà. Donc c'est aussi intéressant de voir comment avec les nouvelles technologies, on arrive à créer
un nouveau questionnement et un renouveau de la discipline. Donc oui, l'archéologie n'est clairement pas une discipline morte. Un monument quel qu'il soit, ça permet d'appréhender les choses différemment et de aussi se dire pour pour prendre un peu de hauteur, si j'ose dire, de savoir effectivement comment ce bâtiment est construit. La pyramide, on a des hypothèses, mais il y a encore, je ne vais pas dire qu'il y a des zones d'ombre devant moi, mais les fouilles récentes ont montré qu'il y a certaines hypothèses qui avaient été un peu mises de côté, qui sont en fait plutôt cohérentes. Notamment à Aube avec la découverte de cette rampe à 30 degrés. Oui, on croyait que la pente était censée être à 5 degrés, non? Et en fait, ils ont trouvé une pente à 30 degrés avec tout un système de pilotes en bois et on pouvait faire monter des pianos. Comme quoi, une découverte archéologique peut pas bouleverser, mais re-questionner des choses qu'on pensait acquis. Après, si on quitte la pyramide, on va rentrer dans des choses un peu pour éviter justement toutes ces questions un peu polémiques. On arrive à des nouveaux éléments maintenant et on fouille et on arrive à re-questionner, à mettre en place pour rester sur la céramique, à préciser certains types, à préciser certaines datations, à montrer les liens entre deux types de vases, à montrer une évolution dans ces vases. Ce ne sont pas forcément des choses très spectaculaires. C'est pas une nouvelle qui est éditée dans une pyramide. Hein. Mais voilà, mais ce sont quand même des choses qui viennent compléter toutes nos données et toutes nos connaissances et qui bout à bout permettent en fait d'améliorer nos connaissances plus globales, tout simplement. Mais moi, ce que j'apprécie ou ce que j'aime de la céramologie, si je le dis bien, c'est le côté que c'est tangible. Tu sais, par exemple, que bon, les Grecs se sont venus s'installer en Égypte. Tu vois d'autres céramiques ou d'autres types d'objets qui viennent de la Mésopotamie. C'est plus concret, tandis que si on, pour pas revenir à la pyramide, mais la pyramide, elle est là, mais on sait que, bon, selon l'histoire, c'est Khéops, on le sait, mais ce qui est plus intéressant de la cérémonie, c'est ça, c'est que c'est concret, tu sais que c'est, bon, ça c'est plus du sud, c'est plus du nord, les gens sont venus du sud. Avec la cérémologie, je trouve que c'est plus intéressant. On travaille on travaille sur des gens normaux, sur des gens normaux. Ouais, c'est ça. Après, tout dépend. On peut travailler sur des palais, on peut travailler avec des gens du monde, enfin, des prêtres. Moi, dans mon cas, je travaille vraiment avec des populations, enfin, sur une société, sur un quartier vraiment, tout ce qui est plus classique, un quartier urbain quelconque. Et donc, je suis vraiment dans la vie quotidienne. Je vais pas dire comment ils cuisinaient, comment ils allaient manger, mais concrètement, j'étudie le reste de bol et d'assiettes. Et ça, en fait, dit comme ça, on dirait pas, mais en fait, c'est hyper passionnant. Parce Évidemment. qu'on cherche toujours à savoir, parce que une assiette qu'on achète à Auchan ou à Ikea, bah, c'est pas la même. Ça reste une assiette, mais le type est pas le même. Bah, pour la céramique antique et même médiévale, hein, mais pour la céramique, c'est pareil. En fonction qu'on la prenne chez quelqu'un ou quelqu'un d'autre, c'est pas exactement la même. Et puis, bah, il y a aussi des variations régionales, des variations chronologiques, euh, peut-être des variations par atelier aussi, hein, sur tout un tas de choses. Je dirais ça reste des productions artisanales, plus ou moins grande quantité, mais ça reste quand même des productions artisanales. Est-ce qu'il Donc c'est est-ce qu'il y a encore des productions, des objets que tu trouves euh, qui sont encore fabriqués aujourd'hui de la même façon?
C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a un ouvrage des années 80, si je ne dis pas de bêtises, qui a étudié donc un atelier de potier contemporain. Donc on est dans les oasis occidentales, donc on est vers Darla, Arla, donc les oasis occidentales dans le sud de l'Égypte. Et donc ce chercheur a étudié en même temps du mobilier archéologique et du mobilier contemporain fabriqué par les potiers qui étaient encore en activité. Et donc à partir de là, il pouvait voir comment l'objet était fabriqué sous ses yeux, et donc avoir une meilleure approche technique. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que la technique est impressionnante. Il suffit d'aller voir sur internet des vidéos de potiers qui font des céramiques autour, tour à main, tour à pied, ou peu importe. C'est impressionnant. Il y a tout un gestuel, il y a tout un geste, une technique particulière qui s'apprend et qui, je pense, doit nécessiter plusieurs années d'entraînement avant d'arriver à une maîtrise du geste parfait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. J'ai déjà vu des reportages en Chine, je crois, qui gardent fondamentalement la tradition des potiers, puis de l'argile. Puis tu vois à quel point c'est incroyable qu'ils réussissent encore à faire aujourd'hui. Puis c'est des traditions de traditions de traditions. Même aller en Afrique de l'Ouest, où il y a encore, enfin je dirais même dans tous les pays où il y a encore une part importante de ruralité et de tradition, on a des. On met de côté la tradition, la pseudo-tradition pour les touristes, pour vraiment ne garder que l'aspect quotidien, et on se rend compte que ces gestes, ces techniques sont assez impressionnantes. Autant la cuisson, parce qu'on dirait cuire une céramique, on allume un feu, on met la céramique dedans et on attend qu'elle cuise. Oui, mais on peut, mais il faut aussi se demander quel résultat je vais obtenir sur la cuisson de la céramique. Et on a par exemple en Égypte et au Soudan des céramiques magnifiques qui sont la partie haute, ce qu'on appelle les blacktops, sont en fait une technique, enfin un rendu similaire à la céramique grecque, à la belle céramique antique à figure noire. On est dans, et on est dans certains cas plusieurs milliers d'années avant. Donc de très beaux vernis rouges. Et qui sont en fait des productions céramiques extrêmement techniques, mais qui sont le fruit d'essais, de tests, et vu les périodes, ça se peut-être personnel, il y a, à mon sens, toujours la thèse de l'accident. Je dirais c'est la pizza pour rester longtemps au four. À la céramique, elle prend une couleur différente, elle a une teinte différente, pour une raison ou une autre. Donc à partir de là, on va peut-être essayer de rechercher dans quelle mesure je suis arrivé à ce résultat. Bon. Après là, je parle, on va dire dans l'absolu, hein, c'est pas. Mais il y a un, Mais tout tra- ça, il y a un travail de recherche, un travail ensuite qui a été tenté pour réobtenir le même résultat, et mais après, effectivement, on peut effectivement on, comparer ça à l'archéologie expérimentale, où des collègues dans tout un tas de disciplines cherchent à reproduire les gestes du passé. ouais, puis qu'ils aiment, ouais. Céramique, taille de silex, pour ne citer que deux exemples. La taille de silex, c'est aussi impressionnant à faire, si t'as jamais vu. Ouais. Juste tailler du silex, ouais, ça doit être quelque chose. Le silex, c'est une vraie technique et donc toutes ces recherches qui font partie de l'archéologie pour rechercher, non pas étudier un objet, mais rechercher un geste plus technique et à partir de là comparer avec du mobilier archéologique. Donc c'est ce qu'on appelle la tracéologie. C'est rechercher toutes les traces, autant d'utilisation, de fabrication, pour essayer de retrouver l'objet, la technique de conception de.
objets, et c'est un domaine tout à fait très passionnant, bien que j'y connaisse pas grand-chose. Donc ça, c'est vraiment partie des choses qu'il faudrait que je travaille davantage. Je le connais. Mais ça doit beaucoup aider l'anthropologie aussi, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu vois que les ateliers commencent à se former, ça commence à avoir une certaine ressemblance dans le mobilier, il y a une espèce de truc qui s'établit, là. C'est à partir de là où on peut travailler, où on peut différencier une communauté, une société, une culture, une civilisation. Si hiérarchie il y a au sein d'une même civilisation, si on prend la civilisation gréco-romaine, il y a beaucoup de sociétés différentes, de cultures différentes et de communautés différentes. Attention, il n'y a pas une, c'est pas une hiérarchie, c'est tout dépend de l'aspect, le niveau de hauteur qu'on comprend. Mais je dirais moi sur ma petite enfin, sur mes communautés urbaines sur laquelle je travaille, oui, je vois des choses très différentes et qui font questionner sur l'aspect anthropologique. Oui et non, parce que l'anthropologie étudie des sociétés, mais des sociétés contemporaines qui sont toujours vivaces. OK. Alors que l'archéologie étudie par définition des choses un peu enfin, plus anciennes, bien, et peut travailler sur le même type de société, mais l'aspect, l'approche n'est pas du tout la même. OK, oui, c'est plutôt le palais, ouais. Mais, Après, tout dépend comment si tu considères. Enfin, après, c'est l'ethnologie, je dirais, c'est le mythe de tout le monde de prendre une machine, enfin, de prendre une DeLorean et de voyager dans le temps. Mais ce qui effectivement. veut fait plus d'archéologie, on fait de l'ethno. On fait soit de l'ethnologie, soit de l'ethno-archéologie. Mais là, moi j'appelle ça de la science-fiction. Mais justement, là, tu m'amènes encore à une autre question, mais j'avais vu à un moment donné je pense que c'était un truc web qui parlait des fosses funéraires en Égypte. Puis on voyait, il y avait vraiment une façon pour le sud d'enterrer leurs morts, puis une façon pour le nord d'enterrer leurs morts. Puis c'est comme ça qu'ils se rendaient compte. Puis il y avait des objets différents pour le sud, des objets différents pour le nord. Là, on est bien avant l'état pharaonique. Hein. Ouais, Là, on est pas, on est ce qu'on appelle le pré-dynastique. On est, je ne dis pas de bêtises, entre le 7e et le 5e millénaire avant notre ère. Où effectivement, alors, pour faire très simple, il y a principalement deux cultures en parallèle. On a le Nagada au sud et le Bhutto Mahadi au nord. Effectivement, comment les premiers archéologues ont différencié les deux, comme tu l'as dit, c'était par rapport à la façon dont ils enterraient leurs morts. Je suis incapable de me rappeler qui est quoi et où, mais c'est d'ailleurs l'étude de ces trois sites, donc Nagada au nord, Bhutto et Mahadi, non, Nagada au sud, pardon, et Bhutto et Mahadi au nord, qui ont donné en fait la chronologie de toute la période prédynastique. Nagada 1, 2, 3, et qui montre après des évolutions, etc. Et comment on sait qu'à un moment, on parle du pays des deux terres pour l'Égypte, et à quel moment on sait qu'elle a été plus ou moins unifiée, c'est quand au nord on est passé d'une culture Bhutto Mahadi à une culture plus proche de Nagada. une cohabitation entre les deux, hein. Il y avait une cohabitation au début et tout doucement on arrive à littéralement une montée de la culture Nagada. Après, est-ce qu'il y a eu un affrontement militaire, unification par les armes? Le mythe fondateur de l'Égypte, hein, Narmer qui a conquis le nord, ça fait partie des. Moi, je Parce dis. qu'on a, De ce que... on a la palette de Narmer au Caire qui montre être effectivement des scènes qu'on pourrait mettre des scènes
soit de bataille, soit de victoire sur un ennemi, et cet ennemi, vraiment, on peut poser la question. Oui, tout à fait, parce que dans le reportage que j'ai... C'est pas un reportage, mais c'est une conférence que j'ai vue. Il n'y avait pas de traces qui suggéraient une confrontation. Ça suggérait plutôt une cohabitation, puis une assimilation ensemble pratiquement pratiquement du métissage là, entre deux cultures. Là. Plus une... Donc, ça suggérait pas, ça semblait pas suggérer ça. Peut-être un ennemi commun, mais ça semblait pas être... Après, on parle de un objet, je sais plus parce que c'est l'un des plus connus de toute l'histoire égyptienne. Je parle de un objet, on sait qu'il est daté de Narnia parce il y a son nom dessus, donc ça c'est facile. Après, est-ce que de un, cette scène a vraiment eu lieu en tant que telle? Est-ce qu'il y a un front militaire, tout ça? Mais effectivement, les dernières études, et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des gens bien plus spécialistes de ces périodes, qui effectivement démontrent une assimilation progressive d'une culture sur une autre. Voilà. Et d'une mise en retrait de la culture Tomadi par rapport à la culture Magadha. Mais là, on est entre 2 et 3 000 ans avant la période sur laquelle je Ouais, comme dirait... mais moi, je pense que ça, c'est plausible beaucoup parce que moi, tu vois, moi, j'avais une personnalité avant, mais maintenant, je suis marié, puis, tu sais, ma femme m'a assimilé complètement. Là. J'ai plus du tout de... Oui, c'est C'est- ça. Est-ce que est-ce qu'il y a eu est-ce qu'encore on pourrait après, je pourrais dire plein d'hypothèses, hein, toutes plus fausses les unes que les autres. Hein. Est-ce qu'il y avait un affaiblissement de la population de maladie, alors que Nagada croissait de plus en plus et a commencé à partir vers le nord? Est-ce qu'il y a eu des migrations de population? Est-ce qu'il y a une forme de colonisation? J'en sais rien, je dis ça, voilà, Hmm. je laisse les gens compétents et spécialistes répondre à ces questions. Moi, je ne suis rien dans cette période-là. Je suis Mais en temps, justement, on va revenir à toi. Mais ouais, voilà, c'est beaucoup de parties. aurais-tu une anecdote, justement, dans ta spécialité, une anecdote que tu te serais trompé, là? T'aurais vraiment... que tu voudrais pas me Ah dire. oui, non, mais des trucs où je me suis trompé, oui, c'est un exemple tout bête qui m'est arrivé. Alors, je venais d'arriver sur le site, ça faisait que quelques semaines que j'étais là, j'avais vu beaucoup de choses et à un moment, les yeux, c'est normal, ils se fatiguent. Donc, je prends un objet sur ma table de travail, je me casse, pour regarder l'intérieur, hein, fait ce qu'on appelle l'éducation fraîche. Je me dis, c'est bizarre, c'est quand même, c'est très compact, il y a beaucoup d'inclusion, c'est bizarre. Hein. Je le montre à ma collègue, qui m'a beaucoup appris. Elle regarde avec sa loupe, elle me regarde et elle fait, c'est une pierre. Voilà. Parce que moi qui pensais que c'était un tesson qui était très érodé, qui ressemblait un peu à une sorte de jeton, bon, en fait, non, c'était un vulgaire galet. Voilà. De combien de milliers d'années? Aucune idée. Des millions d'années. Aucune idée. C'était un simple galet je trouvais un peu dur. Hein, je l'ai cassé et en fait, voilà, je pensais que c'était une céramique un peu dur. En fait, c'était un simple galet. Hein. Mais c'est comme ça, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Des fois, j'ouvre un sac et la céramique et des fois, j'ai un petit bout d'os dedans. Bon, bah, voilà. Intéressant. Je mets le bout d'os dans le sac, je signale que dans tel sac, il y a un bout d'os et puis voilà. C'est tout. C'est pas mal, mais si je commence à étudier les autres, moi, je vais pas m'en sortir. Hein. Il y en a beaucoup.
Ouais, mais honnêtement, tu sais, on a beau regarder mais les amateurs ne se rendent pas compte à quel point, comme moi, je me rends pas compte à quel point les archéologues en trouvent, mais en trouvent, puis il y en a beaucoup. Jusqu'à temps que tu vois une photo là, d'1 million de tessons, puis là, tu fais Voilà, Oh! voilà, les photos de Tesson, ça. Bah, rien que d'aller voir, par exemple, si tu connais à Rome, de monter des statues. À Rome, c'était une colline, je sais pas, je sais plus, j'ai plus en tête le volume, mais en fait, ce ne sont que des tessons de céramique. C'est même pas une colline. C'est que des C'est tessons. même pas- c'est une montagne de tessons de céramique, mais j'ai plus les dimensions en tête, mais c'est un truc assez hallucinant à voir. Et c'est que des tessons. Et en Égypte, enfin là, à Elephantine, hein, quand on se rapproche du site archéologique, on marche littéralement sur des tessons, tellement il y en a au sol. Mais merde. Si tu avais un conseil à donner à un amateur d'archéologie, pas de se faire berner ou se faire avoir, qui devrait-il aller voir? Hein? La première personne qui devrait aller voir, mis à part un archéologue, mais si. Et ce serait déjà d'arrêter YouTube. J'ai beaucoup de respect pour ce média, attention, hein, mais on trouve avoir réellement mangé dedans en ce qui concerne ces domaines. Je ne parle pas de plusieurs documentaires qui ont fait la une il n'y a pas très longtemps. Suivez mon regard. Et qui m'a eu, moi, parce que moi, pour être honnête, c'est la personne que j'ai trouvée le plus crédible. Ah, mais Mais je me suis fait avoir quand même. je dirais, tu n'es pas le seul, mais d'autres se font avoir et d'autres, ils croient au sens premier du terme. Mais passons. Je dirais qui aller voir. Je dirais premièrement bah, les copains, Alexis, Faustine Boulay et leur association qui démontre quand même pas mal de choses. Pour les pyramides, je dirais Franck Monnier, hein, pour moi qui est l'un des plus grands spécialistes francophones des pyramides, avec deux ouvrages magnifiques, au moins deux que je connais, Franck, je sais que si j'en oublie, mais et un troisième en cours qu'il a teasé. Puis après, je dirais globalement, bah, pour connaître un peu, pas si c'est vraiment l'actualité archéologique comme on regarderait le journal, bah, je dirais simplement sur les réseaux sociaux, toutes les pages des instituts divers et variés, l'Institut français d'archéologie orientale, l'école française d'Athènes, l'école française de Rome, la Casa Velasquez, l'école française d'Extrême-Orient. Et si on est un peu allergique aux Français, on peut aller voir l'Egypt Exploration Society, on peut aller voir l'Institut allemand, on peut aller voir l'Institut autrichien, et j'en oublie forcément. Puis après, bah, tous les musées. Oui, puis moi, j'en connais un bon aussi, c'est sur Discord, l'Archéo Vagabond. Excellent endroit, il y a tout plein de spécialistes. Mais c'est tout doucement, hein, c'est aussi un autre souci, c'est attention, j'ai une bouche qui me tourne trop. Voilà, maintenant t'en parles, hein, on va faire un instant promo, j'imagine. C'est vrai qu'à la base, je l'avais pensé, moi, comme un espace de travail, enfin, à la fois pour ma communauté, comment s'agrandir un petit peu, et puis un espace aussi pour étudiants, un peu informel. Mais en fait, maintenant, on l'a ouvert un peu à tout. Maintenant, on va dire que tout le monde peut y venir. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé super intéressant et génial parce que l'ouverture est géniale. Là. C'est une mine d'or d'informations. Là. Ah, il y a un bon groupe, que ce soit sur mon serveur ou Discord, celui-ci, ou sur sur les Égyptes anciennes. L'Égypte ancienne qui peut sembler un peu plus complexe dans certains endroits. Il y a des discussions vraiment très techniques, mais au moment où des fois je suis un peu largué, hein, je l'avoue. Ils le savent, hein, donc il n'y a pas de souci, j'ai pas de honte
Donc, c'est-à-dire, mais c'est aussi ça, c'est le fait qu'on puisse mettre en contact direct et de façon informelle. Je veux dire, quand on fait des conférences, des choses comme ça, c'est parfois difficile de poser des fois des petites questions. Donc ça permet de se poser la question qu'on n'ose pas poser, de peur de, je sais pas, il n'y a pas de question nette, hein. Donc quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc ça permet aussi d'avoir autant du grand public au sens très large du terme, qui n'est absolument pas péjoratif loin de là, Non, pas du tout. que des amateurs éclairés. Il y en a. Des amateurs plus qu'éclairés, qui ont un bagage scientifique plus que ce solide, et des étudiants, autant de niveau licence que de niveau que même de docteur ou en post à l'IFA. Ouais, ça amène une réalité complètement différente. Et à partir de là, bah, y en a effectivement, oui, qui viennent un peu pour travailler. Mais en soi, c'est aussi fait pour. Oui, tout à fait. Et d'autres qui viennent pour poser des questions diverses et variées, tout aussi intéressantes. Comme moi. Ah, ben là, peut-être pas intéressant. Merci, merci encore pour cette invitation. Ce fut fort sympathique. Merci à toi, Charles.